bonsoir à tous. Alors on va commencer comme à chaque séance par demander à l'invité, donc Yves Lenoir, qui est mathématicien, qui est l'auteur de La Comédie atomique, qui est un livre d'une incroyable richesse d'informations. En particulier, ce qui m'a frappé en vous lisant par rapport à d'autres livres sur le même thème, c'est que vous retracez l'histoire des savants qui ont pris position pour le nucléaire et qui ont porté les différents programmes nucléaires dans le monde. Prenez le micro. Il est en marche ? Oui, ça peut. Oui, mais je me suis surtout intéressé, enfin vous avez dû le remarquer, à cette branche de la médecine qui s'est occupée de radioprotection dès les années 20 et qui a été la plus ardente promotrice de l'usage des rayonnements, du radium, des radioéléments, et puis après la guerre, de l'entrée dans l'âge atomique. Et cette promotion s'est transformée en préservation, disons en souci de préservation, après les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Donc cette histoire est une histoire longue, qui commence dès le début du XXe siècle, même un peu avant, en 1896, lors des premières observations des dangers des rayons X, et qui se poursuit aujourd'hui, puisque aujourd'hui, à Fukushima, leurs héritiers, leurs continuateurs, essayent de convaincre la population des régions contaminées qu'il fait bon vivre là et que c'est une expérience unique qui vaut la peine d'être vécue que d'habiter dans des zones contaminées par les radiations de Fukushima. Mais ça a été la même chose après Tchernobyl. Justement, dans le film, est-ce que c'est vraisemblable cette histoire de cet homme qui cultive ses pommes et qui les donne à manger en disant on m'avait condamné à 5 ans maximum de vie, je suis toujours là, je suis bien, tout va bien. C'est la seule partie du film, à peu de choses près, qui soit à peu près, qui respecte la réalité. Ah bon. En effet, le problème de la contamination des aliments, c'est la captation par les racines du césium radioactif. Donc, dans les premières années, le césium est en surface et ne descend que très lentement dans le sol. Par exemple, aujourd'hui, à Nagasaki, dans la zone des pluies noires, le césium est environ à 60-70 cm de profondeur, n'est-ce pas ? Donc c'est de l'ordre de 1 cm par an au maximum. Enfin, ça dépend des sols, bien entendu. Dans le sable, ça va plus vite que dans l'argile, ça va de soi. Et donc les pommiers ne captant pas, leurs racines étant plus profondes, à l'époque plus profondes, ne captent pas. Donc manger les fruits des arbres ne présente pas de risque, mais en présentera dans le futur. Mais on n'en est pas tout à fait là. En revanche, les champignons, les baies, oui, ils sont très contaminés. Si vous voulez, je peux donner un exemple. Oui, bien sûr. Oui. Notre association, je suis président d'une association qui s'appelle Enfants de Tchernobyl Bélarus et qui finance un institut de radioprotection au Bélarus, un institut indépendant qui s'appelle Belrad. Et Belrad donc fait de la radioprotection, ça consiste à mesurer en particulier la radioactivité des échantillons d'aliments qu'on leur apporte, de mesurer la radioactivité corporelle des enfants, de leur donner des adjuvants, des compléments alimentaires qui vont accélérer l'évacuation des radioéléments si c'est nécessaire, etc. Et après Fukushima, une équipe, c'est une anecdote, mais il y a eu d'autres mesures de la même nature, de la même intensité que celle que je vais vous raconter. Une équipe de télévision japonaise est venue les voir parce qu'après Fukushima, ils s'intéressaient à ce qui se passait après un accident. Et après avoir pris de l'information à Belrad, ils sont partis herboriser. Ils avaient un compteur, bien entendu. Et dans une zone qui n'était pas du tout interdite au public, ils ont repéré un endroit qui crachait assez fort. Et ils y ont vu des bolets. Donc ils ont cueilli ces bolets, ils sont revenus à Belrad et ils ont demandé une mesure. Alors c'était pas tout à fait le record des mesures qu'on a eu à Belrad. Le record c'est 310 000 becquerels par kilo. Mais là c'était 275 000, c'était en 2012. Alors 275 000 becquerels par kilo en France, c'est un déchet radioactif qu'on stocke dans une alvéole bétonnée. Là-bas, les gens font la soupe avec en hiver. Quand par malheur, ou par erreur, ou par inadvertance, ils ont récolté ce type de champignons. Voilà la situation que peut laisser un accident atomique.
Mais les mots arrivent lentement, n'est-ce pas? Ce qui est montré dans le film ne tient pas debout, je ne vous le cache pas. Si les oiseaux meurent ou le chat meurt dans la maison, pourquoi les enfants qui ont pris la pluie sont toujours vivants? Vous voyez, il y a quelques problèmes de cohérence dans cette histoire. Je n'irai pas plus loin parce que sinon on y passerait des heures. Alors en 1986, en avril, le 25 et le 26, vous étiez où? Moi, je faisais une virée en vélo Château de la Loire, en tandem avec ma femme. Et comment ça se fait que vous êtes devenu un militant? Vous étiez déjà intéressé à cette thématique de la radioactivité et de l'ère atomique avant? Oui, depuis très longtemps. En fait, c'est une anecdote, je ne vais pas la raconter, mais il s'est trouvé qu'en 1974, on m'a demandé, au titre du ministère de l'Environnement, de participer à un groupe interministériel sur les options techniques pour gérer les déchets radioactifs. Et je dois dire que j'ai compris à ce moment-là ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ceux qui avaient pour mission officielle de s'occuper de radioprotection étaient en fait des fanatiques du développement de l'énergie atomique. On a eu la première conférence de travail a été consacrée évidemment à la radioprotection, puisque si on doit définir des options techniques pour les déchets, il faut savoir quelles sont les doses dont il faut préserver les populations. On n'a rien su des doses dont il fallait préserver la population, mais on a eu 3 panégyriques assez curieux, ou 3, disons, exposés assez curieux sur les problèmes que posait la radioprotection. Je vais vous le dire en 2 mots, parce que c'est très représentatif de l'état d'esprit dans ce milieu-là. À l'époque, j'ai cru que c'était seulement en France que les gens pensaient comme ça, parce que j'avais déjà l'idée que la France était la fille aînée de l'Église atomique, et donc à ce titre, on avait quand même des gens assez bizarres aux manettes. Alors le premier qui a parlé, c'était le président du comité de radioprotection d'EDF, le docteur Maurice Delplat. Et sur le paperboard, il a tracé une courbe qui commençait par descendre sous 0. Ça veut dire que là, pour une dose plus forte, la radioactivité était bénéfique. Puis elle repassait par 0. C'était en gros la meilleure dose parce que c'est celle qui causait aucun effet et qui permettait que ça coûte pas trop cher de protéger les gens. Puis au-delà, les dommages augmentaient avec la dose. J'ai appris plus tard que le docteur Delplat avait été appelé à la centrale de Chinon, la première centrale électronucléaire d'EDF, parce qu'au début, les ouvriers d'EDF avaient peur. Les employés, ils avaient peur des radiations. Et il était venu avec une seringue où il avait mis une petite quantité de liquide radioactif. Et quand il a vu que c'était impossible de les convaincre, il s'est injecté le liquide en disant « ça, c'est bon contre le cancer ». Bon, j'imagine que la dose n'était pas très forte, mais le compteur pouvait la détecter, ce qui donnait évidemment une grande force de conviction à sa démonstration. Le suivant était le chef du service de radioprotection du CEA, le docteur Jamet. Alors pour lui, qui est un médecin, le problème de la radioprotection est un problème économique. Donc il nous a tracé la courbe classique de l'optimisation économique, détriment, avantage. Et il y a donc une dose pour laquelle le coût des détriments ajoutés va être égal va compenser le coût de la baisse de la protection et inversement dans l'autre sens. Ça, c'est l'optimum. Alors cet optimum, cette notion est très pratique. Et maintenant, je peux vous passer à Tchernobyl ou à Fukushima. C'est que quand il y a un accident, toutes les doses limites définies par les institutions internationales sont dépassées. Il est impossible de les respecter, puisque l'environnement est très radioactif. Je vous ai parlé des champignons, mais il n'y a pas que les champignons. La Terre aussi. Et dans ces conditions, il faut déterminer quelle est l'exposition qu'on considère comme tolérable pour maintenir les gens à tel ou tel endroit. Alors, à l'époque de Tchernobyl, après la divulgation en 1989 de la carte de contamination de toute l'URSS, on a fixé la règle, la norme, à 5 fois la limite recommandée pour le public en général. À Fukushima, on est passé à 20 fois. Et ça résulte d'un groupe de travail mis en place par l'OMS qui, en 1995, a défini, oui c'est ça, dans son rapport, qui d'ailleurs a été présenté dans une conférence à Hiroshima ou Nagasaki, je ne sais plus lequel des deux, a présenté, enfin je ne me souviens plus lequel des deux, je le trouverai dans mon livre,
que c'était la dose qu'on appelle d'intervention. C'est-à-dire que s'il y a un gros problème, eh bien, on peut tolérer que les gens soient ramenés dans la zone s'il y a 20 millisieverts par an. Et puis le dernier intervenant dans cette fameuse conférence à laquelle j'ai assisté en avril 1974, c'était le professeur Pellerin, dont vous avez tous sans doute entendu parler. Moi, je ne le connaissais pas, bien entendu. À l'époque, personne ne connaissait le professeur Pellerin. Il s'est illustré après Tchernobyl, mais avant, on ne le connaissait pas. Et alors, lui, il a été stupéfiant. Il nous a dit, écoutez, si on prend trop de précautions, alors on va nuire au développement de l'énergie atomique, qui est bonne, et ça va favoriser le charbon et le pétrole, qui sont mauvais. Et d'ailleurs, le vrai problème de santé publique, c'est le tabac. Voilà, ça s'est résumé en gros à ça. Alors, je ne vous cache pas qu'en sortant de cette première séance, j'étais vacciné. Et ensuite, vous l'avez entendu nous dire que le nuage de Tchernobyl contournait la France. Oui, l'arrêt à la frontière, oui. En fait, c'est pas pas Pellerin qui l'a dit, ça. C'est un journaliste. Mais comment ça a pu être accepté par les médias, par la presse, par les auteurs, par les partis politiques différents? C'est étonnant quand même, ça. Ben, je pense qu'en France, c'est quand même très particulier. De l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du Rhin, ou en Suisse, les cultivateurs, les éleveurs avaient consigne de rentrer le bétail à l'étable et de le nourrir au fourrage. En France, aucune consigne n'a été donnée. En Italie, les gens ont arrêté de manger des légumes. Or, vous savez que les Italiens sont de très grands mangeurs de légumes frais. Et ça fait partie de la tradition culinaire dans ce pays. En France, on n'a eu aucune préconisation. Alors, l'ancien président de notre association, le docteur Michel Fernet, qui a été expert pour l'OMS, c'est vraiment un médecin de très haut niveau et professeur à l'université de Bâle, et qui est un très grand observateur de la nature, vit près de la frontière suisse et allemande, donc près de Bâle, et pas très loin de Colmar, à Biedertal, c'est à quelques centaines de mètres de la frontière suisse. Et après Tchernobyl, comme toujours, il observe toujours la nature. Un jour, il a repéré qu'il y avait des trèfles à 5 feuilles dans son jardin. Alors ça l'a un peu étonné. Alors il a herborisé un peu plus et il a vu qu'on montait facilement à 6 feuilles. Et en fait, c'est la morphogénèse du trèfle qui était perturbée par les retombées de Tchernobyl. Et ça, c'est assez classique et connu. C'est pas du tout une mutation, hein, c'est une perturbation de la morphogénèse. Or, il paraît qu'il n'était rien tombé. Alors, vous avez été à Tchernobyl pour la première fois en quelle année? En avril 1988. À Tchernobyl même, c'est-à-dire à la centrale, dans la centrale, enfin à côté du sarcophage, enfin partout. Et je ne vous cache pas que nous n'avions pas de combinaison de protection, parce que ça ne sert à rien. C'est fait pour justifier que vous payez très cher le tourisme radioactif à Tchernobyl. Ah oui. Oui, à partir du moment où il n'y a pas de poussière radioactive, un vêtement ne va pas protéger du rayonnement du sol. Donc, ce n'est pas la peine de mettre une tenue particulière. Il faudrait mettre un scaphandre de plomb, mais on ne pourrait plus beaucoup bouger. Enfin, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez vu en 2 ans après? Alors 2 ans après, j'avais un compteur. Hein. Je vais vous raconter juste une anecdote qui montre bien que la notion de village Potemkin s'applique aussi dans un environnement radioactif. Nous étions donc, c'est quelques journalistes qui avaient été invités et qui m'avaient demandé de venir. J'avais écrit un livre de fiction avec une journaliste sur ce qui pourrait se passer en France s'il y avait un accident équivalent. Et donc, et comme j'avais fait un assez bon scénario technique, ils se sont dit on va le faire venir, comme ça on ne pourra pas nous raconter trop de salades. Puis un ami du CEA m'avait prêté un radiamètre. Alors le comité d'accueil, le service de communication du combinat Tchernobyl, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, le chef, Kovalenko, nous a amenés devant le sarcophage à quelques dizaines de mètres, à un endroit très précis. Il a sorti son compteur, il a dit, vous voyez, ici, il y a 1 millirem, on comptait comme ça à l'époque, c'est-à-dire 10 microsieverts par heure. Je prends le mien, je trouve à peu près la même valeur. Il me dit, vous savez, il y a 2 ans, ici, si on restait 1 heure, on partait à l'hôpital. Alors, j'avise une journaliste que je la vois qui s'éloigne. Elle était maligne, celle-là. Et puis, elle me dit, viens voir ici. Elle n'avait pas de compteur. Hein. J'y vais, il y avait 20 millisieverts par heure, 20 millirem par heure là où elle était, c'est-à-dire 20 fois plus. Alors, quand elle a vu ça, elle a pris une poignée et elle l'a mise dans son sac. Alors, le gars du KGB nous a vus
Et il a rigolé, il dit « Votre sac, il ne passera pas à la sortie, il ira aux déchets radioactifs. » Pas votre sac, pardon, elle l'a mis dans sa poche, excusez-moi. Votre veste, elle ira aux déchets radioactifs. Bon, on termine la visite, on va manger au restaurant de la direction, etc. Tout se passe bien. On sort, elle passe sous le portique, ça crépite. Alors le gars rigole, il dit « Donnez-moi votre veste. » Elle repasse, tout se passe bien. Puis elle me dit « Je les ai bien eus. » Elle avait mis dans son sac une partie du sable. Or, comme le niveau ambiant était assez radioactif, ils avaient réglé le seuil de détection assez haut. Et donc, ils ne voyaient pas. Alors ensuite, on a fait analyser par la CRIRAD, que vous connaissez peut-être, on a fait analyser le sable qu'elle avait pris. Rétrospectivement, je me suis dit, elle aurait dû mettre des gants, parce qu'il y avait de tout dedans. Du plutonium, du strontium, du césium, enfin, il y avait en gros du combustible atomique mélangé avec le sable. Hein. Et c'est pour ça qu'il y avait 20 millirem par heure. Pardon. Hein. Donc, si vous voulez, Tchernobyl, c'est ça. C'est un environnement qui reste, disons, risqué. Il faut comprendre les choses, il faut les connaître. Or, ce qui s'est passé en France, si les journalistes ont accepté les bobards, avec quelques suspicions probablement, mais ils ont quand même colporté sans beaucoup d'esprit critique, tout simplement parce qu'ils n'y connaissent rien. Et les hommes politiques qui ne vont quand même pas contester la stratégie du pays, eh bien, avalisent tout ça. Alors, on a dans le film, qui évidemment a plein de défauts, on évoque quand même à un moment donné les liquidateurs. C'est le titre d'un film russe, du reste, qui est très bien fait, je trouve. Et ils évoquent, là, si je me souviens bien, 4000 liquidateurs qui sont morts. Quand à un moment donné, il y a un monument aux morts. Et c'est autant que ça? Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est un chapitre terrible de l'histoire. C'était une guerre, Tchernobyl. Au début, d'abord les pompiers, pour être pour qu'on comprenne bien, parce que tout le monde n'a peut-être pas bien suivi l'affaire à cette époque-là, et dans le film pareillement, il laisse entendre que la cause de cet accident, c'est finalement l'attitude déraisonnable de deux ingénieurs qui étaient en compétition. On ne va pas raconter l'histoire technique, si vous voulez, parce que... elle est controversée, moi, en tant qu'ingénieur qui comprend les choses, pour le processus explosif lui-même. J'ai quelque chose qui tient la route. En revanche, ce qui est aberrant, c'est le fait d'avoir cherché à optimiser la production d'énergie pendant l'arrêt du réacteur. Et pour des raisons qui sont liées à la chronologie, le réacteur était dans un état instable au moment où ils ont fait l'essai. Et ça a pété. Bon. Alors, le feu, comme le toit des bâtiments était en bitume, le feu a pris et ça risquait de se propager puisque les deux blocs 3 et 4 sont contigus. Et il fallait évidemment préserver le bloc 4 de cet incendie. Donc on a envoyé les pompiers sur place durant la nuit même, et contrairement à ce que se dit dans le film, pas le matin, ou pas dans la journée, mais le matin même. Et le feu a été assez rapidement circonscrit au prix de la vie, effectivement, des 28 pompiers qu'on avait envoyés sur le toit. Mais ensuite, il a fallu nettoyer l'environnement pour rendre possible ce qui a été décidé tout de suite, dans les jours qui ont suivi, la construction du sarcophage. Le sarcophage, il a été terminé le 1er octobre 1986. Il faut bien imaginer ce que ça représente comme nombre de personnes qu'on a exposées aux radiations. Alors je vais vous donner une idée du niveau de radiation, parce que je connais très très bien le professeur Nesterenko qui est allé me faire la mesure dans un hélicoptère au-dessus du réacteur. Je passe sur son histoire. Il a été appelé le 29 par le chef de la sûreté nucléaire soviétique parce que dans son institut, ils avaient des radiamètres capables de mesurer des très très hauts niveaux de radiation, puisqu'ils mesuraient les radiations dans les réacteurs. Donc il arrive en hélicoptère le 29 au soir à Tchernobyl. Il monte dans l'hélicoptère de Legasov. En fait, c'était déjà la nuit. Et il passe une demi-heure au-dessus du réacteur pour mesurer. Donc il descendait son capteur jusqu'au niveau du toit où devaient intervenir les liquidateurs qui allaient tout nettoyer pour qu'on puisse construire le sarcophage. Et il a mesuré des niveaux qui étaient de l'ordre de 120 à 140 sieverts par heure. Alors la dose mortelle pour un homme, c'est 6 sieverts. Donc ça devait se compter en secondes, la durée de travail. Or, pour arriver sur le toit, il fallait monter des échelles, ensuite prendre à main nue ou presque des déchets radioactifs et les jeter de l'autre côté pour qu'ensuite des pelleteuses viennent les emporter et les mettre dans des tranchées. Donc en fait, on ne pouvait pas respecter la limite de dose. Et
ceux qui sont intervenus comme ça pendant des jours et des jours, et ensuite ceux qui ont construit le sarcophage pendant encore plus longtemps, eh bien, c'est ceux-là qui sont morts plus tard et qui sont morts d'une façon très très prématurée. L'âge moyen de 3 équipes qui est documenté de décès, 45 ans. Vous voyez, certaines équipes qui ont été vraiment très exposées, les liquidateurs, enfin les personnes en question, sont tombés malades assez rapidement. Dans le livre, j'en parle. Nous, on en a rencontré. On en a rencontré à Kiev en 90, à l'hôpital 26. J'en ai vu à Moscou même, à l'hôpital numéro 6 de Kurchatov en 88. On voyait des gens qui étaient vraiment en mauvaise santé, qui étaient invalides. Il n'y a pas de stigmate visible, hein. Simplement leur organisme est totalement détraqué par les radiations et ils n'arrivent pas à retrouver la santé, hein, à recouvrer la santé. C'était ça le problème. Et finalement, quand on regarde les statistiques ukrainiennes, hein, c'est les seules que je connaisse avec précision parce qu'en Ukraine ils ont bien fait les choses. En 2006, 40% environ, hein, des liquidateurs, parce que je n'ai pas les chiffres précis en tête, 40% des liquidateurs ukrainiens, il y avait une cohorte de l'ordre de 350 000, qui avaient été envoyés à Tchernobyl étaient déjà décédés. Et parmi les survivants, il y en avait, je crois, autour de 70 ou 80% qui étaient invalides. Donc ces hommes ont vraiment été exposés. Et il faut bien comprendre que, effectivement, c'était une guerre. On a envoyé les soldats d'abord, les jeunes appelés en plus, ce qui est vraiment le comble dans cette histoire. Et Michel Fernel, le professeur Michel Fernel, me racontait que lors d'un voyage, je crois que c'était en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, il est allé dans la caserne centrale de la capitale, et là, il y avait 3 monuments aux morts. Il y avait le monument aux morts pour les morts de la Grande Guerre patriotique, 41-45, puis les monuments aux morts d'Afghanistan, et ensuite les monuments à morts de Tchernobyl. Alors quand on vous dit qu'il y a eu 50 morts, que la catastrophe a causé 50 morts, vous savez que c'est l'un des plus gros mensonges qu'on puisse concevoir. Et la situation actuelle, on dit que le sarcophage est fissuré, qu'il faut en refaire un autre. Alors là, c'est une controverse dans laquelle il ne faut pas trop entrer parce que je crois qu'on ne sortirait pas. Personnellement, je suis très sceptique. Je pense que le sarcophage en lui-même était déjà conçu pour être aéré. Parce qu'il faut évacuer la chaleur résiduelle. Il ne faut pas que la température à l'intérieur du bâtiment monte trop, puisque en fait, des hommes, ils vont toutes les semaines pour cartographier la radioactivité à l'intérieur, pour vérifier que les choses sont stables. Donc, le plus amusant, c'est qu'il y a deux ingénieurs qui se sont succédés de père en fils pour ce travail. C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour cette espèce de bête qui irradie, et cette fascination est telle que des gens y consacrent leur vie. Voyez ? Donc, de temps en temps, ils vont passer 1 heure dans le sarcophage, ils font leurs mesures et puis ils sortent. Alors, eux, ils ont une combinaison parce qu'il y a de la poussière radioactive et ils ont un masque parce qu'il ne faut pas respirer cette poussière radioactive. Voilà. Et oui, parce que vous avez raison. Je m'imagine bien une succession dans une génération, puisque ça fait 30 ans, ne l'oublions pas. Hein. Donc, ça fait 30 ans. Une génération, c'est 25 ans. Est-ce qu'on a tiré des leçons, l'expression ne me plaît pas trop, mais enfin, à ce moment de la soirée, j'ai pas d'autres mots en tête. Est-ce qu'on a tiré des leçons de cet épisode tragique de Tchernobyl pour les autres centres nucléaires au monde, ou bien alors on avait toujours cette espèce d'assurance démente que vous montrez très bien dans votre livre. Nous, on est scientifiques, la science a raison, elle aura toujours raison, on va s'en sortir sans problème. Et là, c'est parce que il y avait eu, c'était une mauvaise organisation, etc., etc. Oui. Voilà. Oui. Et Fukushima, c'est pas de chance parce qu'il y a eu le tsunami en même temps, etc. Bon, mais nous, en France, on fait attention et on maîtrise la situation. Oui, on maîtrise avec 23 réacteurs arrêtés parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu des malfaçons cachées. Et c'est un scandale qui, à mon avis, ne fait que commencer. Et ça, je ne vais pas trop m'avancer, sinon peut-être plus tard pour vous raconter une anecdote très révélatrice qui date de 1975 pour ces questions de fissures. Mais ça, on pourra peut-être le réserver pour après. Je vais d'abord répondre à votre question. En France, comme vous le savez tous, Tchernobyl a été considéré comme un accident non pas nucléaire mais soviétique.
Et comme ça touchait une technologie qui n'avait rien à voir avec la nôtre, sauf que c'est quand même des combustibles nucléaires qui se trouvent dans le réacteur. Hein. Bon. Mais mis à part ça, qui n'est pas un détail, comme vous savez, on a donc considéré que nous n'étions pas concernés. Il n'empêche que je me rappelle avoir rencontré un directeur de centrale dans cette année-là, ou l'année suivante, je ne me souviens plus très bien. Il n'en menait pas large, parce qu'il se disait, si quelque chose d'équivalent se produit chez nous, ce sera terrifiant. Et puis, ensuite, le temps passe, on s'habitue et on oublie. Et effectivement, maintenant, les directeurs de centrale, je pense, passent de bonnes nuits. Alors, après Fukushima, effectivement, d'ailleurs, notre président de l'époque l'a bien dit, c'est pas un accident nucléaire, c'est un accident provoqué par un tsunami. Alors, c'est vrai que le tsunami a déclenché l'accident. Mais ce n'est pas lui qui avait mis du combustible nucléaire dans des réacteurs et qui avait placé les dispositifs de secours exposés devant les réacteurs vers la mer, n'est-ce pas? Ce qui faisait que leur vulnérabilité était maximale. Ça, ce sont les hommes qui l'ont fait. De toute façon, faire des réacteurs nucléaires dans un pays où il y a des séismes et des risques de tsunami, et puis il faut les mettre au bord des côtes parce qu'il faut bien refroidir, ça paraît quand même un peu imprudent. Alors, depuis Fukushima, malgré tout, comme ça a touché des types de centrales à peu près équivalents aux nôtres, alors on a décidé de prendre un certain nombre de mesures. Mais comme ça coûte très cher, on échelonne leur réalisation dans le temps. Or, les accidents, ils se produisent de façon totalement imprévue. Sans ça, si on savait qu'ils allaient se produire, on arrêterait les réacteurs avant. Ce serait plus accidentel. Donc tout ça est un peu, je dirais pas incohérent, mais en disant, il faut croiser les doigts en permanence quand on pense au risque dans les centrales nucléaires. C'est ça la vraie question. Alors, tiens, on va revenir à cette histoire de fissure qui actuellement fait un peu les choux gras des journaux depuis qu'on a découvert que des documents avaient été, disons, on peut le dire, falsifiés. Des documents qui datent d'une dizaine d'années, voire un peu plus. Moi, personnellement, en 1975, j'étais le responsable de la commission énergie des Amis de la Terre. Et un jour, dans mon bureau, à l'école des mines, je reçois un coup de fil d'un gars qui se présente, j'ai oublié son nom parce que je n'ai pas la mémoire des noms, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il était le chef du service qualité de Framatome, à Chalon-sur-Saône, là où on fabriquait les cuves des réacteurs atomiques, et on les fabriquait en série à l'époque, puisqu'on avait prévu d'en mettre en service 5 par an à partir de 1980. Il me dit, il faut que je vous voie, parce que moi, je peux pas, je tiens plus là, il faut qu'on arrête ça. Je vous un peu des yeux ronds, parce que, comme tout bon ingénieur, je pensais que les gens travaillaient sérieusement et que le problème du nucléaire était plus un problème économique qu'un problème de risque industriel. Parce que je me disais, si on lance un aussi gros programme, bien sûr, ça va coûter très cher, ça va monopoliser beaucoup de ressources qui auraient peut-être pu être utilisées mieux ailleurs, et c'était un peu ce que je pensais à l'époque. Mais je ne pensais pas qu'on allait faire les choses d'une façon qui n'était pas correcte. Donc, il vient de Chalon, gare de Lyon au train bleu, on se met à discuter, et il me sort un gros cahier avec des photos. Et alors moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il me dit, voyez là, ça c'est une photo, là, vous voyez les fissures? Regardez, celles-là, elles sont sous revêtement. Si jamais il y a un choc froid, ça peut s'ouvrir comme une banane, vous savez, comme les pistolets dans les bandes dessinées, quand on tire, pouf, le pistolet s'ouvre. Le canon, quoi, comme une banane épluchée. Alors, je lui dis, oui, c'est très intéressant tout ça, ce que vous me dites me paraît un peu inquiétant, vous pouvez m'en donner des copies. Comme ça, je pourrais aller voir mes amis. À la CFDT, on avait des amis qui étaient aussi opposés au programme. On avait les scientifiques, le groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, qui aurait pu s'emparer de ça et puis traduire ça en un discours un peu scientifique, de métallurgistes, en faisant appel à des métallurgistes et tout ça. On me dit, ah non, c'est pas possible, j'ai pas le droit. Alors, et puis il me dit, mais vous savez, vous, les Amis de la Terre, si vous dites ce que je vous ai montré, vous mettrez 1 million de personnes dans la rue et on arrêtera. Moi, je pourrais enfin empêcher que ces parties de réacteurs partent dans les centrales en construction. Je dis, vous rigolez, hein, ça ne marche pas comme ça dans notre pays, vous rêvez. Et effectivement, ça s'est arrêté. C'est bien qu'aujourd'hui, j'en viens à penser, franchement, qu'on devrait arrêter toutes les centrales et les radiographier, en particulier
ces parties de la cuve qui sont les plus compliquées, c'est-à-dire les soudures des raccords de tubulure. Vous avez là, on soude des tuyaux qui font environ 1 mètre de diamètre, avec des épaisseurs de l'ordre de 15 cm à une cuve qui a environ 20 cm d'épaisseur et 4 ou 5 mètres de diamètre. Et vous imaginez le processus de souder. Donc là-dedans, il est impossible d'éviter qu'il y ait des fissures. Or, les spécifications du corps des mines, des services centraux, pour les machines à pression, puisque le corps des mines, il a été fondé essentiellement pour ça, pour les machines à pression, à partir du moment où on en a construit, sont très strictes pour le nucléaire à cause du risque. Et ce qu'on cherche à obtenir comme garantie, c'est que jamais il ne pourra y avoir une rupture de ce circuit primaire, de la cuve où se trouve le combustible nucléaire. Parce que s'il y a un pépin ailleurs et qu'il faut refroidir le combustible, il faut que la cuve reste fermée pour que l'eau qu'on injecte dedans, effectivement, fasse son office et refroidisse le combustible. Donc quand on est hors spécif, ce qui est le cas maintenant, on le sait, et même pour des équipements plus récents qui ont été changés entre-temps parce qu'ils vieillissent assez vite, ce qu'on appelle les générateurs de vapeur, on sait maintenant qu'on a une grande quantité de composants qui sont hors spécification. Pour l'instant, on ne parle que de ceux qu'on a remplacés des nouveaux, mais on n'a pas revérifié cette partie absolument centrale du bâtiment réacteur, c'est-à-dire la cuve elle-même et ses raccords de tubulure de refroidissement. Donc, personnellement, j'imagine qu'il faudrait peut-être profiter de l'occasion, puisqu'aujourd'hui, l'attention a été portée sur ce problème, pour qu'on fasse un peu d'archéologie industrielle et qu'on aille voir, puisque les installations sont toujours en fonctionnement, qu'on aille voir ce qu'il en est, parce qu'encore une fois, le problème que ça soit hors spécif ne veut pas dire que ça va casser demain, là je vous rassure. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut se produire, puisqu'on est hors spécif. Bien sûr, les garanties qu'on prend pour ce genre d'installation sont très supérieures à celles qu'on prend en aviation, par exemple, parce que sinon les avions seraient tellement lourds qu'ils ne voleraient pas. Mais malgré tout, les risques sont d'une nature physique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'un acier reçoit des neutrons, le réseau cristallin de cet acier est perturbé, et ce qu'on appelle la température de transition, c'est-à-dire celle en deçà de laquelle l'acier devient ductile, donc perd sa ductilité, c'est-à-dire devient cassant, cette température de transition a tendance à s'élever. Et quand on a un pépin dans une centrale atomique, qu'il faut refroidir d'urgence, on injecte de l'eau froide. Donc si cette température de transition est venue au-dessus de celle d'injection d'eau froide, on peut amorcer une rupture fragile. Ce qu'on appelle une rupture fragile, c'est-à-dire une rupture brutale. C'est ça le problème. Mais ce que je vous dis là ne doit pas vous effrayer, encore une fois. Ce sont des choses qui sont possibles si on pousse l'utilisation des d'installations hors spécification, au-delà d'une durée où, effectivement, cette température de transition aura remonté au-dessus d'une hypothétique injection d'eau froide en cas de pépin. Alors, pour moi, si vous voulez, qui suis ingénieur, je me refuse de raisonner en probabilité pour ces affaires-là. Je pense qu'il faut raisonner avec la vision du plus grand risque qui puisse arriver. Et le plus grand risque, c'est ce qui est arrivé à Tchernobyl, c'est-à-dire que le contenu d'un réacteur parte dans l'environnement. Parce que le contenu des réacteurs, celui de Tchernobyl, représente à peu près ce qui resterait après une bataille atomique où on aurait échangé 500 bombes, au niveau du sol, une bataille de chars. C'est ça l'environnement autour de Tchernobyl, en Biélorussie, dans le nord de l'Ukraine et aussi dans le sud-ouest de la Fédération de Russie. Les doses qui restent ultérieurement, celles qui restent dans le sol après Nagasaki et Hiroshima, sont de cet ordre-là. Mais à Hiroshima et Nagasaki, le champignon en a emmené 95 ou 19% très loin et l'a dispersé. À Tchernobyl, la température de l'incendie qu'on évoque dans le film a fait un effet de cheminée, c'est monté autour de quelques centaines de mètres à 2 km d'altitude, et puis plus tard, pas comme c'est dit dans le film, plus tard il a plu, pas du tout les premiers jours. Et à ce moment-là,
la pluie a lessivé les nuages et a fait les dépôts qui nous posent les problèmes actuels au Bélarus, en Russie fédérative, dans le sud-ouest ou en nord de l'Ukraine. Et c'est ça le risque maximum, si vous voulez. Donc il faut raisonner en ingénieur. Alors maintenant, toujours en raisonnant en ingénieur, et ça a été dit à la radio ce midi, donc peut-être que parmi vous, certains l'ont entendu, nous allons vers un hiver difficile pour EDF, parce que environ une bonne vingtaine de centrales vont rester à l'arrêt durant tout l'hiver. Ce qui veut dire que plus du tiers, ou disons un bon quart de la capacité de production de l'opérateur est hors service. Et donc la demande d'électricité peut dépasser non seulement les capacités de fourniture, mais aussi les capacités de transport d'énergie, parce que le réseau se trouve dans un état qui n'était pas prévu. 23 réacteurs arrêtés, ce n'était pas prévu, comme c'est aujourd'hui. Donc s'il y a un gros appel de courant, il n'est même pas certain que du courant qu'on achètera au Danemark, parce que leurs éoliennes tourneront à fond la caisse au cœur de l'hiver, ou bien du charbon d'Allemagne, ou bien du charbon d'Espagne, puisse être acheminé. Et qu'on aille vers le genre d'incident qu'on a vu en 1979, c'est-à-dire que la moitié de la France avait été privée d'électricité lors d'une surcharge durant l'hiver. Alors une surcharge durant l'hiver, quand vous avez des centrales à charbon, des barrages ou des centrales au fioul, c'est pas très grave. Le réseau s'écroule, on arrête les installations, bon, ça c'est tout à fait standard. Mais quand on a la majorité du courant distribué qui vient d'origine nucléaire, il faut réaliser des arrêts d'urgence dans toutes les centrales affectées. Or, l'arrêt d'urgence est une manip, disons, délicate, qui ne marche pas à tous les coups. Et si elle ne marche pas, il faut que les groupes diesel démarrent. Pour vous donner un exemple, en 1984, au budget, arrêt d'urgence sur le réacteur numéro 1, je crois, j'avais rencontré l'opérateur après, j'avais discuté avec lui. Il demande à démarrer le diesel numéro 1, diesel A, il ne démarre pas. S'il n'avait pas démarré le diesel B 10 minutes après, il leur restait environ un quart d'heure avant que le réacteur commence des problèmes sérieux liés au contrôle de la pression, au contrôle du niveau d'eau dans la cuve, etc., soient maîtrisés. Heureusement, le diesel B a démarré. Mais ça, c'est un peu jouer avec le feu, si vous voulez. Donc si on a 10 ou 15 centrales qu'on doit mettre en arrêt d'urgence, je ne vous cache pas qu'il faudra, comme on dit, serrer les fesses. Et là, on touche, si vous voulez, l'aberration d'avoir décidé que 75% du parc, que 75% de la production viendrait de centrales atomiques. Et puis aussi, il y a la question qui est récurrente dans certains journaux. Je pense au Canard enchaîné qui consacre régulièrement un article sur l'état lamentable du reste de nos centrales nucléaires en France. Il y a aussi de la question de l'entretien, tout simplement, des centrales. Bien sûr, ce qu'on observe là, c'est ça. C'est-à-dire que les centrales vieillissent, il faut changer des équipements. Les générateurs de vapeur s'usent très vite pour des raisons qu'on n'a jamais trouvé un alliage pour les tubes dans lesquels passe l'eau de refroidissement qui tiennent dans les conditions dans lesquelles on le fait travailler. On est amené, alors il y a des fissures qui se développent dans ces tubes, on est amené à les boucher, ou comme on dit, les deux Johnny, c'est-à-dire qu'on met à l'intérieur un tuyau d'un diamètre à peine inférieur, et puis on fait péter une charge d'explosif pour qu'il se colle à la paroi. Et puis au bout d'un certain temps, il y a tellement de tuyaux qui ont été bouchés qu'il faut changer le générateur. Et c'est sur ces nouvelles séries de générateurs qu'on a détecté qu'il y avait eu qu'on avait laissé passer des anomalies métallurgiques. Ce qui évidemment pose des problèmes très sérieux à l'autorité de sûreté nucléaire qui a du mal à imposer à EDF de prendre les mesures telles que ça ne fasse pas courir de risques, bien entendu. Et puis alors il y a la question très délicate évidemment des déchets nucléaires. Là on en parle un peu avec l'idée de l'enfouissement sous la Meuse, mais qu'en est-il en Ukraine? Qu'en est-il à Fukushima? Qu'en est-il les déchets nucléaires japonais, c'est les Français qui les traitent, non? Alors, oui, au début, dans les années 70, la Cogema, à l'époque c'était la Cogema, c'était pas Areva, avait passé des contrats avec une kyrielle d'électriciens étrangers, suédois, hollandais, japonais,
À l'époque, on retraitait aussi le combustible des Espagnols, allemands bien sûr, puisque la loi allemande imposait qu'il y ait une solution. Bon. Et puis au fil du temps, les clients se sont retirés. Dans mon souvenir, c'est peut-être les Suédois qui sont retirés les premiers. Et maintenant, les installations tournent quasi exclusivement pour les Japonais et pour EDF. Les Japonais ont essayé de construire des usines de retraitement, enfin une usine, Takaimura, mais elle n'a jamais bien fonctionné. Alors, les déchets. Alors, il y a plusieurs sortes de déchets radioactifs. On en produit en médecine, on en produit dans l'industrie, et on en produit dans la production d'électricité, et on en produit pour la production des armes nucléaires. Il y a une catégorie de déchets qui est très embêtante. C'est celle actuellement que les Japonais ont sur les bras à Fukushima. C'est-à-dire un combustible qui a percé la cuve du réacteur, qui est tombé sur le radier, et puis on ne peut pas y aller, c'est tellement radioactif qu'aucun homme ne peut y aller. Et puis tous les bâtiments ont été bousillés par les explosions d'hydrogène, et pour l'instant, on ne peut même pas envoyer des robots commencer à évaluer les opérations de nettoyage qui s'imposent. D'où l'idée qu'il faudra peut-être 40 ans à Fukushima pour régler le problème technique que posent ces déchets-là. Alors, Dieu merci, à La Hague, on n'a pas une situation de ce genre. Les déchets sont retraités, triés, etc. On produit des volumes assez considérables de déchets de basse activité pour concentrer les autres. Et finalement, globalement, on se complique la vie beaucoup plus que, par exemple, ne le font les Américains, qui se contentent de stocker les combustibles sans les retraiter particulièrement. Et alors, le problème est un problème que, personnellement, je considère impossible à poser. Personne pratiquement ne sait que le déchet ultime de ce que contiennent ces fûts ou ces conteneurs, c'est le neptunium 237. Ce charmant produit a une demi-vie de 20 millions d'années. Et il est hautement toxique, comme tous les émetteurs alpha. Alors 20 millions d'années, ça veut dire que pour qu'il ait quasiment disparu, il faut en gros une dizaine de périodes. C'est-à-dire environ 200 millions d'années. Alors vous mettez vos déchets par exemple, dans la Meuse, dans un grand trou, dans des galeries à 500 mètres de profondeur, comme c'est prévu, et puis vous vous dites, ça y est, le problème est réglé. On va s'arranger pour que nos lointains descendants n'aient pas idée de faire un trou à cet endroit-là. Le problème, c'est que cet endroit-là, dans 200 millions d'années, avec les dérives des continents, il sera quelque part, quelques centaines de kilomètres ailleurs, si vous voulez. C'est proprement... Ça dépasse, disons, les capacités de réflexion, à mon avis, de l'être humain. On s'est mis sur les bras des produits qui avaient disparu depuis le début de l'univers en une fraction, entre guillemets, de temps, puisque vous savez que le début de l'univers, on l'évalue à environ 13,7 milliards d'années. À cette époque, l'époque du Big Bang, tous les produits que fabriquent les réacteurs atomiques avec les désintégrations et les activations et les transmutations, tous ces produits ont été fabriqués dans l'univers par les rencontres entre les neutrons, les protons, ça fait des noyaux, ils étaient tous là. Et puis tous ceux tous ont disparu, sauf ceux qui avaient une radioactivité très faible, ça veut dire qu'ils étaient presque stables, l'uranium, le potassium 40 que nous avons dans le corps, le thorium, et puis c'est à peu près tout. Donc il restait en gros 3 radioéléments. Les autres sont produits par les activations des rayons cosmiques. Ceux-là, ils ont une vie courte. Et aujourd'hui, on a recréé des radioéléments qui ont disparu depuis des milliards d'années. Et ils sont sur Terre. C'est ça le problème. Voyez ? Il faut le comprendre comme ça. Donc on se ramène à des conditions radioactives qui avaient cessé depuis la nuit des temps, on peut le dire, si vous voulez. Et pour moi, c'est un problème insoluble. Je ne vous cache pas, je ne sais pas comment traiter ce problème. En tous les cas, estimer qu'on peut, au niveau d'un petit État,
imposer une solution, alors que ça concerne la Terre entière, l'espace humain, compte tenu de la dérive des continents, n'est-ce pas, par exemple, et puis que la pérennité de la République française est peut-être moins grande que celle de l'Empire romain, n'est-ce pas, hein, on n'en sait rien. Hein. Bon. Tout ça fait que le contrôle des hommes sur un problème aussi vaste et aussi inscrit dans la durée me paraît impossible à garantir. Question, remarque. Oui, vous avez évoqué le sarcophage, vous n'avez pas évoqué l'arche qui est en cours de réalisation. Est-ce que ça vous semble une solution pertinente ou est-ce que ça servira à pas plus de choses que l'arche en béton, que le sarcophage en béton? C'est un sujet qui reste très controversé, comme vous savez. Un des ingénieurs compétents dans le domaine, ingénieur soviétique, enfin maintenant, je crois qu'il est ukrainien et pas russe, qui a dit qu'il restait tellement peu de combustible sous le sarcophage, sous les débris qu'on a déversés pour éteindre l'incendie, du plomb, du sable, etc. Il y en a tellement peu que de toute façon, c'est pas la peine. Voilà ce qu'il a dit. Il a été menacé de mort. Je vois pas en quoi proférer ce genre de jugement est criminel et mériterait la mort, n'est-ce pas? Donc il y a quelque part un problème. Alors d'autres justifient le sarcophage en disant que 95% du combustible est resté. Alors si c'est le cas, on se demande pourquoi il y a tant de contamination dans l'Europe entière à cause de Tchernobyl. Parce que quand vous faites les calculs, ça tourne pas rond. Ça peut pas être 95% qui est resté dedans. Donc il en reste, disons peut-être 5, 10, 20%, j'en sais rien. C'est pas vraiment le problème. Alors on nous a dit, le sarcophage a été mal construit, c'est vrai. Il a été construit dans la hâte, il est mal fondé parce qu'effectivement on s'est rendu compte qu'une partie du sarcophage repose sur des tranchées qui ont été recouvertes dans lesquelles on avait mis des débris du réacteur accidenté. Et d'ailleurs on a eu les mêmes problèmes quand on a construit l'arche. On a trouvé que là où on voulait faire glisser l'arche, il y avait des zones instables parce qu'on avait fait des trous pour enterrer les résidus, les débris radioactifs du réacteur numéro 4. Alors le risque qu'on invoque, c'est que ce sarcophage, à l'actuel, l'ancien mal fondé, construit à la va-vite, ne s'effondre. Alors s'il s'effondre, bon, le schéma est assez clair. Une certaine quantité de poussière radioactive retombera aux alentours, il faudra renettoyer. Bon, en gros, c'est ça. C'est pas plus que ça. Alors, pour éviter cela, on a fait un concours, on a ouvert un concours aux différentes entreprises que ça intéressait, et c'est Bouygues et Vinci qui ont gagné. Et ils ont construit cette arche dont vous avez parlé, qu'on déplace par élément pour recouvrir l'ancien sarcophage. Le but étant ensuite de démanteler l'ancien sarcophage et de nettoyer ce qui est en dessous. Et c'est là où personnellement ça me pose problème. Parce que ça veut dire que dans une enceinte fermée, alors qu'actuellement le sarcophage il est entre guillemets un peu ventilé, n'est-ce pas, on va faire des opérations qui vont disperser de la radioactivité. Et la radioactivité, c'est pas comme de la poussière, on la voit pas, n'est-ce pas? Des milliardièmes de grammes sont dangereux. Hein, c'est ça le problème. Et les milliardièmes de grammes, on les voit pas. Et ils vont se coller là où ils trouvent à se coller. Par exemple, dans les forêts autour de Tchernobyl, les particules radioactives sont entrées dans les pores de l'écorce des arbres. Et vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, autant celle qui tombe sur le sol est lessivée par la pluie et s'infiltre progressivement, celle qui a été collée par le vent ou par la pluie sur l'écorce des arbres, il reste. Donc les forêts sont plus radioactives à cause de ça. Bon, c'est un exemple. Donc on va demander à des gens de travailler à l'intérieur de cet immense bazar, de cette immense arche, pour démonter l'ancien sarcophage et puis enlever tout ce qu'on a mis pour éteindre le cœur et atteindre ces parties où il reste un peu de combustible. Peut-être qu'il faut le faire, hein, je ne dis pas, mais ils ne vont pas s'amuser. Par ailleurs, il y a un gros problème de financement. Le sarcophage a coûté un certain prix. L'Ukraine, d'ailleurs, a
a fait un certain chantage pour obtenir que tout l'argent soit versé, en disant on arrêtera Tchernobyl que quand on sera sûr que. On devait l'arrêter en 91, on l'a arrêté en 2001. Vous voyez, le chantage, il a duré 10 ans. Et puis, quand on évalue le coût de fonctionnement de ce sarcophage, de ce super sarcophage, on arrive à peu près à 1/10 du coût de la construction par an. Comment l'Ukraine va-t-elle payer l'entretien et le fonctionnement de cette installation? Pour l'instant, je n'ai pas entendu de réponse à cette question. Et vous voyez, on est quand même dans une situation un peu bizarre. On a mis beaucoup d'argent, on dit que c'est très risqué, qu'il faut le faire, et puis en fait, on n'a pas de programme qui permet de financer la suite. C'est tout ce que je peux dire sur le sarcophage. C'est vrai que c'est pas très crédible ce qu'on voit. On sent bien que c'est les feuilles qui sèchent. Enfin, il y a plein de choses qui paraissent totalement. Mais alors, comment est-ce que c'est possible que ce film, qui est un peu une toile de fond, un peu documentaire, soit aussi à côté de la plaque? Parce que ça a quand même été tourné à Pripyat. Il y a des gens. Enfin, comment est-ce qu'on peut finalement, voilà, être aussi décalé? Et qu'est-ce que ça veut dire de la limite de la connaissance que nous avons des phénomènes de radioactivité et de ce qui s'est passé à Tchernobyl? C'est un mélodrame, hein, vous l'avez bien vu. C'est une œuvre d'artiste qui n'a sans doute pas demandé à faire vérifier son scénario par des gens qui pouvaient dire là il vaut mieux ceci, il vaut mieux cela. Si on veut coller à l'histoire, il ne faut pas faire pleuvoir au début. Les feuilles peuvent pas se dessécher comme ça. Si le chat est mort et que l'enfant n'est pas mort, il y a un os. Il y a des trucs comme ça. Bon, ça aurait pu. Et on aurait pu garder la trame mélodramatique en l'agençant à la réalité des choses. Parce que c'était possible. Les drames humains après Tchernobyl, mais on ne les compte pas. Hein, on ne les compte pas. Donc c'était possible. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais je ne vous cache pas qu'il est très difficile de faire entendre raison aux artistes. Oui, je le dis d'expérience. Je ne nommerai pas la personne en question. Quelqu'un voulait faire un docu-fiction sur ce qui se passerait en France après un accident dans une de nos centrales. Et donc il me soumet son scénario. Et on voit des gens qui meurent du mal aigu des rayons à 50 km de la centrale, dans son scénario. Alors je dis non. On peut mourir du mal aigu des rayons en ayant travaillé quelques heures à côté, après l'accident, comme c'est arrivé à Tchernobyl, mais pas à 50 km. Eh bien, il a gardé la scène où on vient chercher quelqu'un qui est très malade. Alors on vient avec comme dans le film, on les voit avec une combinaison, un masque et tout. Puis la personne, elle est chez elle, elle est évidemment pas couverte, et elle est en train de, pas d'agoniser, mais presque, quoi. Bon. On peut pas, si vous voulez, on peut pas faire comprendre que la réalité est autre chose que le fantasme. C'est tout. On peut pas. Alors il y a une dizaine de films de fiction sur Tchernobyl, il y a certainement une vingtaine de films documentaires, beaucoup plus sérieux, certains sont assez bien faits. Si on compare Les Liquidateurs, qui est un film russe, à ce film qui est un film français, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même idéologie qui est derrière. Pas du tout. Dans le film russe, c'est des soldats, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des soldats qui, volontaires, pour servir la patrie, qui vont se porter prêts à aller sur ce chantier, mener une guerre. C'est effectivement ça. Oui, mais attention, il n'était pas volontaire. Non, mais dans le film. Ah oui, dans le film, oui. Non, c'est un peu de la propagande. Hein, oui, absolument. Non, c'est de la propagande, c'est ce que j'allais dire. Hein. Bon, il y a un film américain, qui est canadien en fait, bon, peu importe, qui est un film de zombies, où on a les mêmes, c'est tourné au même endroit, c'est-à-dire c'est tourné à Pripyat, dont on voit cette ville fantôme, hein, qui est assez photogénique, j'allais presque dire, osons le terme, on dirait une maquette en taille 1, hein, où chacun peut circuler. Bon, et de la même manière, les morts de Tchernobyl, qui sont des zombies, reviennent perturber le voyage de tourisme de l'extrême, comme on l'appelait à l'époque, pour une poignée d'Américains qui voulaient avoir des frissons pour pas beaucoup d'argent. Le tourisme comme celui-ci, hein, a été arrêté en 2009. Donc depuis, à ma connaissance, il n'y en a plus. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. En 2009, je suis allé rencontrer la section suisse de la Croix Verte, Green Cross, de Gorbatchev. Ils m'ont laissé leur bulletin. Et sur la dernière page du bulletin, il y a une offre de voyage à Pripyat
pour, alors devinez la somme, presque 4000 francs suisses. C'est d'un tourisme juteux. Et il m'étonnerait qu'il soit vraiment interrompu, surtout compte tenu de l'atmosphère, disons, de la morale des affaires en Ukraine. Alors, deux mots sur la réalisatrice, parce qu'il faut quand même que je la défende un peu. Donc, elle est née en 1977 à Haïfa, elle est d'origine marocaine, et elle avait fait des études de sociologie, d'anthropologie, pardon, et de cinéma en France avec Jean Rouch. Puis ensuite, elle a été étudier le cinéma à l'école de cinéma de Londres, qui est assez prestigieuse, et elle est devenue documentariste. Elle a d'abord fait un documentaire sur la mémoire. Son thème, en fait, de recherche, c'est la mémoire. Les mémoires incertaines, les mémoires d'un professeur de yiddish, donc les mémoires juives. Et puis aussi, évidemment, elle a fait un très beau documentaire, ce qui s'intitule Odessa, Odessa, qu'on voit à un moment donné dans le film. Donc, je pense que cette idée de réfléchir sur, après un drame, je reste sur place alors que je pourrais aller ailleurs, parce que c'est ici qu'il y a mon passé se colle à moi, s'impose à moi, etc., comme le dit l'héroïne, c'est quelque chose qui visiblement la travaille, quel que soit, d'une certaine manière, le lieu et le pourquoi de cette catastrophe. Là, c'est le nucléaire, mais ça aurait pu être autre chose, j'imagine. Hein. Donc, elle a pu tourner le film grâce à la comédienne très populaire en Ukraine, qui est une star, qui est en fait une jeune femme qui parle très bien français, qui a commencé comme mannequin en France, puis comédienne. Elle a eu après, avant de tourner ce film-là, elle avait été une des girls de James Bond. Hein. Donc c'est ça pour une actrice, c'est une consécration quasiment. Bon. Et puis ensuite, elle a continué à faire d'autres films, des films de science-fiction, hein, comme Oblivion, etc. Donc c'est aussi une comédienne qui a porté la possibilité de se faire de ce film, qui était présentée aux autorités ukrainiennes, excessivement attentive à toutes les équipes de cinéma qui venaient là, compte tenu de la situation politique de l'Ukraine de l'époque. Et donc, ils ont dit, non, c'est une histoire d'amour, donc ça allait, mais il fallait pas du tout que ce soit une histoire politique, ni encore moins une histoire sur la centrale nucléaire. C'était tourné à Tchernobyl, mais c'était un prétexte. Et évidemment, alors quand on lit les interviews de la réalisatrice ou de la comédienne, évidemment, et de l'équipe technique, il ne tournait que 2 heures de suite au maximum dans la fameuse zone. Et évidemment, vous imaginez que toute l'alimentation et la boisson de toute l'équipe, de tous les techniciens venaient d'ailleurs, hein, bien sûr. Sinon, c'était trop risqué. Voilà. Donc, je ne sais pas. Par contre, j'ai essayé de savoir, mais j'ai pas trouvé d'informations sur la diffusion et la réception du film en Ukraine. Ça, je ne sais pas. Hein. Il a été primé dans plusieurs festivals de films sur l'environnement. Alors, c'est aussi un paradoxe parce que, du coup, c'est ce que je disais à Yves tout à l'heure, c'est que moi, je l'ai commenté dans plusieurs soirées d'universités populaires où le thème du nucléaire était le sujet du soir et où la majorité du public était anti-nucléaire. Et donc, évidemment, si on révélait que ce film était scientifiquement excessivement discutable, il ne restait plus certainement que des bonnes intentions, quoi. C'est tout, quoi. Hein. Ah non, il est très beau, moi je trouve très réussi. Hein. Le cadrage en particulier est assez remarquable. Hein. Tout ce travail qui est fait sur la transparence, sur l'opacité, à plusieurs reprises, on voit les visages, on voit aussi les animaux, etc. Derrière une vitre et ça c'est assez bien fait. Je pense que la reconstitution aussi de la cuisine, du mobilier, etc. De cette époque est tout à fait convenable. C'est pas du décor naturel, ce que je ne sais pas. Non, c'est tourné sur place, mais ils ont dû rajouter des meubles, hein, j'imagine. Parce que franchement, moi j'y suis allé à Pripyat. Déjà en 88, ça a commencé à se délabrer, bon pas autant que maintenant, mais tout ce qu'on voit là comme peinture défraîchie et tout, ça ressemble furieusement à ce que des reportages directs ont montré. Et il ne faut pas croire, je veux dire, on peut passer plus que 2 heures, on peut passer même plusieurs jours à tourner à Pripyat sans courir vraiment de risque, à condition qu'il n'y ait pas de poussière. C'est tout. C'est la poussière qui est dangereuse, essentiellement. Alors évidemment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le livre réalisé par le prix Nobel biélorusse est remarquable, enfin, sur ces récits de vie et de mort. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la supplication. Ouais.
D'autres questions? Je m'approche parce que je ne vois pas trop avec la lumière. Voilà. Ah bah voilà. Oui, je voudrais revenir Après, ce sera Monsieur Normand. Allez-y. Sur ce que vous nous avez dit, qui m'a beaucoup touché, c'est-à-dire que la précision de vos réponses sur la technicité de l'affaire, l'aspect scientifique, etc., et qui débouche quand même sur votre question, qui présente cette affaire comme absolument énigmatique. Et ça m'a rappelé un incident comme ça survenu au moment de Streamal Island. Vous vous souvenez de cette affaire terrible? Et alors, forcément, et en passant devant un kiosque, je vois affiché partout la première page de François. Et on voyait, c'était un titre énorme qui prenait toute la page. Et c'était rédigé comme suit. Et manifestement, ça rassurait les populations qui passaient par là. Three Mile Island, virgule, ce n'est pas grave, 2 points, c'est une erreur humaine. Je peux intervenir sur Three Mile Island parce que oui, c'est un sujet qui me tient à cœur pour 2 raisons. La première, c'est qu'au moment de l'accident, j'étais expert pour le gouvernement de Basse-Saxe dans une grande controverse qui avait lieu à Hanovre entre 30 experts pour, 30 experts contre, un projet d'immense usine de retraitement 2 fois la Hague qui était prévu à Gorleben. Et au milieu de la semaine des débats, il y a eu Three Mile Island. Et là, j'ai vu nos amis américains complètement hors d'eux, pendus au téléphone. Est-ce que la bulle d'hydrogène va exploser? Ils avaient leurs données techniques sous la main, puisqu'on était là pour discuter d'une installation nucléaire importante. Donc ils avaient tout ce qu'il fallait, et ils évaluaient ce qui se passerait compte tenu de la météorologie, du vent qu'il pouvait y avoir là-bas à ce moment-là, combien de personnes risquaient d'être touchées si effectivement la bulle d'hydrogène explosait. Et puis ultérieurement, comme vous savez, aux États-Unis, vous avez le Freedom of Information Act. C'est-à-dire que les données publiques sont toujours accessibles à quiconque les demande. Et donc, dans les semaines qui ont suivi cet accident, une équipe de journalistes suédois est partie à Washington, à la Bibliothèque du Congrès, et a obtenu toutes les minutes échangé entre les autorités depuis le comté jusqu'à la présidence des États-Unis, depuis la centrale, pardon, jusqu'à la présidence des États-Unis sur la gestion de la crise. Et on a fait d'ailleurs une très belle pièce de théâtre qui est passée en Suède en 80, pardon. Et puis ensuite a été publié le rapport de la commission d'enquête au président Carter. Alors ce rapport, quand j'ai préparé le livre, je l'ai repris et j'ai trouvé la chose extraordinaire que je n'avais pas notée à l'époque. C'est qu'au moment de l'accident, aux États-Unis, il n'y avait aucun stock d'iode pour protéger la thyroïde du public. Le gouvernement américain a demandé à DuPont de Nemours, à Dow Chemical et à je ne sais qui encore de fabriquer à toute allure des pastilles d'iode. 3 jours après, il y avait de quoi protéger plus d'1 million de personnes, et largement, puisqu'ils avaient 235 000 ou 6 000 flacons qui chacun contenait un certain nombre de pilules. Eh bien, dans le rapport au président Carter, il est écrit explicitement qu'on avait décidé de ne pas la distribuer, alors qu'on ne savait pas si la bulle d'hydrogène allait exploser, le risque était encore réel. On a décidé de ne pas la distribuer pour pas qu'il y ait de panique dans la population, pour ne pas alerter, disons, et provoquer une éventuelle panique. Et ça, c'est le problème fondamental d'un accident atomique. C'est que si vous prenez la mesure de la gravité et que vous la faites connaître, ou du risque, que vous le faites connaître à la population, alors vous ne répondez pas de son comportement. Et ça, le gouvernement considère que c'est beaucoup plus dangereux que l'accident nucléaire lui-même. Bonsoir. J'aimerais apporter une petite précision quand même. La nature et la conception des réacteurs d'origine russe est totalement différente de la conception française. À savoir que les réacteurs français sont appelés sous-critiques et nécessitent un enrichissement d'uranium relativement faible. Les réacteurs américains sont critiques, donc juste à l'équilibre, et les réacteurs russes sont surcritiques, d'où une instabilité potentielle énorme.
Par métier et par carrière, j'ai été très très au courant de l'accident de Tchernobyl et je l'ai suivi de très près. Ce qui s'est passé quand même, c'est une erreur humaine, là malheureusement, énorme erreur humaine, aller titiller la bête pour faire des essais totalement idiots qui ne servent strictement à rien, hein, à savoir la récurrence d'énergie sur une lancée d'arbres, c'est totalement idiot. Donc pour ce faire, ils ont déconnecté toutes les protections. Et là, ils ont eu un petit incident, et les protections étant déconnectées, les barres ne sont pas tombées, et le réacteur est monté en température très rapidement. Voilà, ça c'est le gros problème. Et nous, on sait pertinemment que les opérateurs qui étaient chargés de faire ces essais étaient légèrement sous l'emprise de l'eau de vie. Hein, il y a eu des problèmes, et il n'y avait aucun physicien présent pour ces essais. Donc là, il y a eu des erreurs humaines terribles, hein, et aggravées par la conception même du réacteur. Je voudrais quand même, excusez-moi, mais rectifier très légèrement. Le réacteur RBMK n'est surcritique que dans une certaine configuration neutronique qui se produit après un arrêt, comme ça s'est produit. D'ailleurs, vous savez que le test devait avoir lieu en fonctionnement au cours d'un arrêt provoqué en fonctionnement normal. Et il se trouve qu'il y a eu un incident quelques heures ou quelques jours avant qui a obligé à arrêter le réacteur. À ce moment-là, le cœur se trouvant empoisonné par le xénon, et il fallait baisser les barres de contrôle pour réussir à faire démarrer le cœur. Et ils étaient tellement impatients de terminer la manip pour pouvoir avoir leur congé du 1er mai, parce qu'on était juste avant le week-end d'avant le 1er mai, donc ils avaient un pont assez long. Ils ont voulu faire la manip dans la nuit en question. Alors je ne sais pas s'ils étaient sous l'emprise de la boisson, mais vous avez raison. Il n'y avait pas un ingénieur de sûreté compétent à leur côté. Et pour eux, c'était un test thermodynamique et technique. Il s'agissait de lancer la turbine et puis de voir à récupérer son énergie pendant qu'elle tourne sur son air, avec son inertie. Et c'est ça qui est effectivement est aberrant dans cette histoire, totalement aberrant. Mais il n'empêche que la réalité de la présence d'1 milliard de curies de produits radioactifs dans le cœur d'un réacteur est indépendante de sa technologie. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, tout simplement. Les erreurs humaines ont continué parce que lors de l'action des premiers intervenants, on a arrosé copieusement un cœur qui était à nu, en feu, avec du carbone. Alors, arroser du carbone en feu... De la mousse carbonique, vous voulez dire ? Comment ? De la mousse carbonique. De la mousse carbonique, vous voulez dire ? Ils ont arrosé avec de l'eau. Ils ont activé très, très sérieusement la combustion. Ce qui a permis, malheureusement, d'emmener tous les produits de fission dans l'atmosphère. Non, mais il y a eu effectivement un enchaînement de la même manière à Fukushima, où il y a eu... c'est différent, oui, bien sûr, différent. Mais... Alors, dans le film Les Liquidateurs, le film russe, à un moment donné, justement, le chef de l'armée dit, voilà, c'est arrivé parce que c'est du matériel japonais. Alors, je voulais savoir si c'était le cas ou pas, parce que ça m'a semblé bizarre. Et donc, du coup, évidemment, il y a eu un petit couplet anticapitaliste à l'époque, dans le film du moins. Ah ben, ça m'étonne pas d'eux, et voilà, on peut pas... Bon. Il m'est arrivé de parler avec des Russes, et en particulier avec Nesterenko, professeur Nesterenko, qui était chef d'un centre de recherche qui construisait des réacteurs expérimentaux à Sosny, près de Minsk. Il n'a jamais évoqué le fait que des composants étaient japonais. D'ailleurs, ce n'est pas tellement dans l'esprit de l'industrie soviétique de l'époque d'aller acheter des composants au Japon. Enfin, bon, très bien. En tous les cas, alors oui, une remarque, la dernière, parce qu'on vient de m'indiquer qu'il fallait que... l'expression m'a toujours amusé, qu'on libère la salle. Donc, Ah oui, c'était pas une remarque, c'était une question. Alors, je ne sais pas si vous aurez le temps d'y répondre. Est-ce qu'il existe des films, ou est-ce qu'on peut trouver des indications sur des films qui aborderaient des problèmes de sécurité nucléaire au Japon depuis Fukushima et en France? Est-ce que les questions dont on débat fréquemment en France
parce que j'avoue que je ne sais rien du tout. Nous vivons à 60 km de la centrale nucléaire la plus proche. Celles qui sont un peu plus éloignées sont à 200 km, mais au fond, moi, je n'en sais foutrement rien. Et je ne suis sûrement pas parmi les Français les moins intéressés et les moins informés sur ce genre de questions. Des films didactiques sur la sûreté, personnellement, je n'en connais pas. Il est possible que EDF, ils en aient tourné. Des petits films d'information, documentaires, c'est tout à fait possible. En particulier, il est classique de trouver des films où on vous dit, vous voyez, il y a une première enceinte, une deuxième enceinte, etc., l'ultime barrière, etc., etc. Et puis avec ça, on est tranquille. Bon. Personnellement, ça ne me rend pas très tranquille parce qu'il y a une des barrières qui est celle des générateurs de vapeur. Et la surface d'échange est de l'ordre de l'hectare. Les tubes font de l'ordre de 1 mm d'épaisseur. Et si vous avez une rupture du circuit secondaire, donc celui qui envoie la vapeur à la turbine, ce qui peut arriver, hein, les causes de rupture peuvent être exogènes ou internes, j'en sais rien. Toujours, il faut penser à l'accident maximum. Il ne faut pas penser à chercher une probabilité qu'un avion tombe dessus, qu'un météorite tombe dessus, etc. Non, il faut se dire qu'est-ce qui se passe si le truc est rompu. Compte tenu de ce que je vous ai parlé, du fait que ces tubes de générateurs sont souvent assez fissurés et qu'on n'intervient pas tout le temps, il y a toujours en service qui sont un peu fissurés. Et la forte dépression pourrait très bien amener, alors là, à des ruptures. Et à ce moment-là, vous n'avez plus aucune barrière entre l'intérieur du cœur et l'environnement extérieur, puisque les tubes, les canalisations de vapeur qui emmènent la vapeur des générateurs dans les turbines passent à l'air libre. Vous voyez ? Donc, on voit bien que la notion de barrière est facile à illustrer tant qu'on n'imagine pas la quantité d'énergie qu'il faut sortir du cœur du réacteur pour l'emmener dans la turbine. Et à un moment donné, il y a un échange qui se fait parce qu'il faut le faire. Et on ne peut pas le faire avec des parois très épaisses parce qu'à ce moment-là, l'échange ne se fait pas et on ne transfère pas de la chaleur. Et il se trouve qu'avec le système que nous avons, nous, avec donc des doubles circuits, vous avez là une partie fragile. Une partie, disons, où le circuit primaire ne fait plus que 1 mm d'épaisseur. C'est quand même pas beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'allais pas dire qu'on s'arrête sur une note d'espoir, mais enfin, restons très très vigilants et attentifs à cette source d'énergie. Merci beaucoup à Yves Lenoir, qui est l'auteur de la comédie Atomique, aux éditions de la Découverte, un livre absolument passionnant, qui nous montre à quel point, évidemment, nous sommes là dans un phénomène planétaire. Il ne s'agit pas d'avoir des politiques nationales ou autres. Hein. Nous sommes tous sur la même petite planète Terre qui connaît bien des bouleversements. Merci beaucoup.